messieurs qui sont derrière, ou plutôt le monsieur qui est derrière avec sa coupe de champagne. Bonjour. Eh bien, vous avez le droit de venir. Avec grand plaisir. Nous vous remercions de votre présence. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un exemple de collaboration entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social. C'est un projet qui a été initié par la FEGAPI, que je représente aujourd'hui, et qui est une fédération d'associations gestionnaires au service des personnes en situation de handicap. Cette fédération fédère aujourd'hui 500 associations et 4000 établissements et services qui emploient plus de 120 000 personnes et accompagnent 240 000 personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous intervenons sur 3 champs particuliers en tant que fédération d'employeurs, d'employeurs signataires de la Convention 66. Donc nous travaillons sur l'emploi, sur la formation. Et puis nous intervenons également en tant que fédération d'associations pour accompagner ces associations dans tout ce qui est accompagnement, audit, conseil, création d'outils sur des champs très variés qui vont être le droit social, tout ce qui va avoir trait à la gestion, à la gouvernance associative, la recherche et le développement, ainsi que la qualité. Et enfin, nous intervenons sur un 3e métier qui est celui d'acteur de santé. Et c'est à ce titre que nous avons commencé à travailler sur ce projet, puisque le rôle d'acteur de santé que nous nous sommes attribués nous permet de développer des innovations et des solutions d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap. Très très vite, nous avons à ce titre commencé à nous intéresser à la question du handicap psychique, particulièrement après la promulgation de la loi de 2005. Pour cela, nous avons mis en place un lieu d'échange et d'innovation qu'on a appelé le groupement de priorité de santé, handicap psychique, plus communément connu sous le nom de GPS, qui est aujourd'hui dirigé par les priorités de santé que je représente. Ce GPS regroupe à la fois des acteurs nationaux comme l'UNA, l'UNAFAM, AGAPSI, l'ADAPT également, mais aussi des acteurs de terrain en région, notamment l'ADAPI du Var et la page 78, qui sont également nos adhérents. Et à la suite de nos travaux, de nos réflexions, nous sommes partis d'un constat que les personnes en situation de handicap psychique, pour qu'elles puissent bénéficier d'un parcours de vie coordonné, adapté, évolutif, il fallait favoriser la collaboration entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et faire évoluer les pratiques professionnelles. Nous avons donc décidé de mettre en place des ateliers collaboratifs dans 6 régions afin de permettre aux professionnels du secteur sanitaire, mais également du secteur médico-social, de se rencontrer, d'une part, de pouvoir échanger sur les pratiques professionnelles autour de la notion de comment est-ce qu'on peut vivre son handicap quand on est une personne en situation de handicap psychique et quelles sont les modalités de coopération que l'on peut mettre en place sur le terrain. Donc on voulait véritablement travailler sur ces 2 thématiques, ces 2 axes, en travaillant à partir de cas pratiques qui émanent du rapport PIFTO. Donc, lors de chaque atelier, à ce jour il y en a eu 4, nous permettons aux professionnels d'échanger sur ces problématiques et de pouvoir nous donner un certain nombre de pistes de collaboration. Ces pistes de collaboration nous seront présentées par Philippe Bagnols, qui est avec nous aujourd'hui et qui est directeur du centre hospitalier de Thuir. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 234 participants. Donc nous commençons à avoir des solutions partenariales qui émergent, des envies de collaborer et de se connaître davantage. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ces travaux et l'ensemble de ces échanges prendront la forme d'un recueil de caricatures qui sont réalisées par Loïc Schwartz et que vous aurez le plaisir, alors pour certaines caricatures, de voir aujourd'hui. Je les ferai
défiler tout au long de notre intervention. Donc vous verrez, elles sont assez rigolotes et vous pouvez aussi intervenir à ce sujet pour me dire ce que vous en pensez. Donc je tiens aussi à souligner que finalement ce projet n'aurait vraiment pas pu aboutir sans le soutien financier du groupe Apicil et de la Mutuelle Intégrance, mais aussi sans la collaboration très précieuse et très efficace de la FHF. Je vais vous laisser avec Florence Martel, qui est adjointe aux affaires sanitaires de la FHF, qui va vous parler des raisons pour lesquelles elle s'est engagée, et la FHF s'est engagée dans ce projet. Je vous remercie. Merci Lisa. Vous m'entendez ? Vous m'entendez mieux ? Merci. Alors merci beaucoup Lisa. Je représente la FHF, qui est la Fédération hospitalière de France, qui regroupe les 1000 hôpitaux publics de France et puis plus de 3500 structures médico-sociales publiques. Le rôle de la FHF, en quelques mots, c'est de promouvoir le secteur public hospitalier et le secteur public médico-social, de conseiller les professionnels sur le terrain, notamment sur des questions juridiques un peu épineuses, et de promouvoir et de représenter surtout dans les instances nationales le secteur public hospitalier, le secteur public médico-social. Donc la FHF c'est vraiment engagée dans la promotion du handicap et dans plusieurs domaines sur le handicap. Alors il y a plusieurs axes. Tout d'abord, il y a l'accès aux soins des personnes handicapées qui a été un axe majeur pour nous. On s'est rendu compte en fait que y avait de grosses inégalités malgré les textes fondamentaux qui existent sur ce sujet, de grosses inégalités d'accès aux soins pour les personnes handicapées, et que les personnes handicapées n'étaient pas forcément très bien prises en charge à l'hôpital, faute souvent de formation, de connaissances ou de réticence aussi des professionnels de santé. Donc le 20 novembre 2013, le conseil d'administration de la FHF, dans la droite ligne du rapport Jacob, un parcours de soins et de santé sans rupture d'accompagnement, a essayé de lancer des pistes et d'encourager les hôpitaux à mieux prendre en charge les personnes handicapées. Donc il y a 3 axes qui ont été développés. C'était informer et sensibiliser les professionnels de santé, développer également des coopérations, de partenariats entre les établissements psychiatriques et les établissements médico-sociaux sur ces problématiques de handicap et notamment de handicap psychique, et puis travailler avec l'ANFH sur la formation continue, parce qu'on est convaincu que quand les personnels sont formés, ça change tout et ça permet de faire évoluer les mentalités et les pratiques sur le terrain. Un autre axe de la politique en faveur des personnes handicapées, c'était en faveur des professionnels handicapés. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une obligation de recruter 6%, d'avoir un taux d'emploi de personnes handicapées de 6%. La fonction publique hospitalière n'est pas si mauvaise que ça, puisqu'on atteint 5,2% de professionnels handicapés, reconnus handicapés. Donc il nous reste encore des progrès à faire. Et une étude a été faite sur la façon dont les établissements publics se positionnaient. Alors on a beaucoup de problématiques de personnes, de professionnels qui ont un handicap à cause de leurs conditions de travail, et du coup qu'il faut adapter les postes, mais il faut encore qu'on travaille sur le recrutement direct de professionnels handicapés et d'avoir une autre image des professionnels handicapés à l'hôpital ou au sein des structures médico-sociales. Donc le maintien dans l'emploi, c'est quelque chose qui maintenant est bien connu des DRH et des structures publiques, mais le recrutement direct est une de nos priorités à la FHF, et du coup un partenariat avec le FIPHFP a été lancé avec une promotion de l'accès aux métiers de la santé pour les professionnels handicapés. Et puis enfin, et c'est là l'objet de notre agora aujourd'hui, la FHF essaye de promouvoir les parcours de vie des personnes handicapées et pas uniquement les parcours de soins. Et donc la FHF a participé au groupe de travail du rapport PIFTO en essayant de promouvoir le dispositif d'annonce du handicap,
qui est un sujet extrêmement important. Et donc, en formant les professionnels à ce sujet, en développant des équipes mobiles spécialisées, et puis en liant ce partenariat avec la FEGAPI sur le handicap psychique, dont l'objet est de décloisonner les prises en charge entre médico-social et sanitaire, et en faisant que les acteurs de la psychiatrie rencontrent les acteurs du secteur médico-social, se parlent, se connaissent, et que du coup les personnes atteintes de handicap psychique puissent avoir une prise en charge de qualité et ne soient pas victimes de logique en silo qui ne se parlent pas, avec du coup des inadéquations de prise en charge. Donc, comme vous l'a dit Lisa, on a eu 4 ateliers en région, il nous en reste 2. Beaucoup d'enseignements qui sont tirés de ces ateliers. Et donc Philippe Banyels va vous parler de tout ce qu'on a pu voir émerger lors de ces ateliers pour faire en sorte que les personnes atteintes de handicap psychique soient mieux prises en charge. J'essaie avec celui-là. Vous m'entendez ? Merci Florence. Donc je vais me présenter. Je suis directeur d'un hôpital psychiatrique de Thuir. Thuir, c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est à quelques kilomètres de Perpignan. Et de 2 EHPAD, je mets plus près, de 2 EHPAD. Autrement dit, je suis moi-même dans une zone frontière entre le sanitaire et le médico-social en permanence. Ce qui donne ce qui me permet d'avoir peut-être une approche, en tout cas une certaine ouverture aux problématiques qui émergent du secteur médico-social, qu'il s'agisse de personnes âgées, qu'il s'agisse de handicap. Alors le premier enseignement sur ces ateliers qui ont été organisés en région, c'est le nombre de participants. Alors ça ne se voit pas forcément aujourd'hui, mais il y a 234 personnes qui ont participé à 4 ateliers. Donc on peut estimer qu'à la fin de notre tournée, si j'ose dire, ce sera entre 300 et 350 professionnels qui auront participé à ces rencontres. Autre chose est le taux de satisfaction, puisque j'ai lu attentivement les chiffres qui m'ont été communiqués, 93,6% de taux de satisfaction. Donc vous voyez, un grand nombre et un taux de satisfaction très élevé avec, je le précise, un retour important de questionnaire. Donc ce n'est pas 10% des participants qui ont répondu, c'est plus de la moitié. Ça veut dire quelque part que c'est des rencontres qui sont utiles, que ça correspond, que ça répond à une attente. Ça ne fait aucun doute pour moi. La question du handicap psychique, c'est une question en soi. Et puis la rencontre entre le sanitaire et le médico-social, c'est un enjeu. Je vais continuer un petit peu dans les chiffres parce que j'ai lu dans le détail. Grosso modo, les participants, c'est 1/4 sanitaire, 3/4 médico-soc. C'est relativement variable selon les régions, mais on voit qu'il y a quand même un auditoire qui est relativement mixte. Et puis on voit aussi qu'on est capable de réunir dans ces ateliers-là. Au-delà des chiffres, ce qui démontre la même chose, qui démontre que ça correspond à une attente et qu'il y a quelque chose qui se passe lors de ces rencontres, c'est la richesse des échanges. Donc ça ne se lit pas dans l'arithmétique, mais il y a des échanges qui sont extrêmement intéressants. Et la richesse des échanges, à mon avis, est liée à deux éléments. La première chose, c'est la formule. La formule de ces rencontres-là. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est l'engagement des acteurs, qui est assez remarquable. Alors, quelques mots sur la formule. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ces 4 ateliers que nous avons faits, c'est que l'organisation, et là, il faut féliciter mes 2 voisines de gauche, l'organisation est ciselée. C'est calculé et c'est formaté à la minute près. Donc, le matin, on commence par une plénière. Et à cette plénière-là, après les discours, après l'accueil institutionnel, on va dire, nous présentons, nous animateurs, des exemples concrets d'action, de décloisonnement.
Après ce moment-là, il y a un moment qui est un moment d'atelier. Les ateliers sont aussi calibrés en amont des réunions, donc selon des formules que je ne connais pas, mais les ateliers sont prédéterminés, ils sont en nombre équilibré, et les ateliers sont animés, régulés, animés, et ensuite il y a un travail de reporting qui se fait sur le contenu de ces ateliers. Ce sont des ateliers. Si je peux me permettre, les ateliers sont organisés de telle sorte qu'il y ait au maximum des acteurs du médico-social et du sanitaire en nombre le plus possible à parité, afin que les échanges soient les plus pertinents et qu'on puisse casser les barrières entre secteur médico-social et sanitaire, notamment les représentations professionnelles que chacun peut se faire. Ça, c'était la première idée. Et puis que les gens se connaissent, parce que parfois ils se connaissent entre établissements sanitaires, entre établissements médico-sociaux, mais pas forcément entre ces deux champs. Et après, même dans le secteur médico-social qui est assez complexe, là aussi, il peut y avoir des secteurs et des interlocuteurs sur un même territoire qui ne se connaissent pas. Donc ça, c'est les professionnels de la FEGAPI qui veillent au grain pour qu'on puisse avoir des groupes, des ateliers les plus représentatifs possibles, et que les gens puissent se parler et échanger, et que les échanges soient les plus fructueux, parce que l'idée c'était pas de mettre les gens qui s'entendent ensemble, c'est tout le contraire. On veut que les gens apprennent à se connaître et à échanger sur leur représentation. Je précise aussi que les ateliers travaillent sur des situations concrètes qui leur sont présentées. Des cas concrets, ces cas concrets sont extraits du rapport Piveteau. L'après-midi, nouvel atelier sur une autre situation concrète. Et le soir, il y a un temps de restitution et d'échange qui se fait à nouveau en plénière. Alors, j'insiste sur la formule parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut se faire se rencontrer. C'est très compliqué de me faire parler pendant qu'on passe des desserts en même temps. C'est un cadeau. Je remercie Lisa Lopez. De rien, de rien. Voilà. C'était spécial dédicace rien pour toi. Ouais, et donc, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, que c'était calibré, vous voyez, d'ailleurs. La formule exceptionnelle, n'est-ce pas? Donc, c'est une forme de training pour les intervenants. Donc, le temps de retour est important. Mais ce que je veux dire, c'est que si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut se rencontrer, les acteurs du sanitaire et du médico-social, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il ne faut pas les faire rencontrer dans une espèce de no man's land. Que ces rencontres-là, elles s'organisent, elles se mettent en musique, et il faut les faire travailler sur des choses qui sont concrètes et très précises. Ce qui est intéressant aussi dans cette organisation que je qualifierais d'implacable, parce qu'elle est à la minute près, c'est qu'elle permet les temps d'échange, elle organise les temps d'échange. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément ce qu'on dit, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on échange, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée aux uns aux autres de s'exprimer. Ça permet d'écouter. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être souligné aussi. Les personnes qui participent, les 200 et quelques personnes qui ont participé et celles qui vont encore participer, ont tous un fort engagement, un engagement remarquable dans leur champ d'activité. Ça, c'est quelque chose qui ressort des échanges. C'est-à-dire que c'est assez marquant parce que le handicap psychique, ça peut être quelque chose d'un peu désespérant d'une certaine manière. C'est des situations qui sont très complexes. Ce sont des pathologies chroniques. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc c'est quelque chose qui peut profondément être désespérant pour les acteurs. Et ce qui ressort de ces rencontres, c'est qu'il n'y a pas de désespérance, qu'il y a au contraire une volonté d'agir. Une volonté d'agir. Et une volonté d'agir en rompant l'isolement. Donc, les ateliers, Florence l'a expliqué, sont mixtes. Je me souviens d'un atelier qui m'avait assez marqué, parce que participer à cet atelier, un professeur de psychiatrie, une assistante sociale, un éducateur, des gens qui viennent de champs totalement différents, qui ont relativement peu de chances de se rencontrer. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à un besoin profond, qui s'exprime profondément dans ces ateliers, qui est un besoin de rompre l'isolement. Ça, c'est quelque chose qui... peut-être s'il fallait que je ne retienne qu'une chose de cet atelier, ce serait ça.
les uns et les autres se sentent isolés. Alors, ils ne le disent pas forcément comme ça. Ce qu'on entend dans les ateliers, c'est le sanitaire et le médico-social sont cloisonnés. On entend parler d'hospitalocentrisme. On entend parler, j'avais noté des trucs, on entend parler de besoin de reconnaissance, besoin de connaissance, de faire connaître. Le sentiment s'exprime aussi de ne pas être connu. C'est-à-dire on est dans des endroits où les gens se connaissent entre eux, mais connaissent mal ils se connaissent mal les uns les autres. Et ça, c'est un des enseignements principaux, me semble-t-il, qu'on doit retirer du travail qui a été engagé. C'est l'intérêt de faire en sorte que les gens se connaissent, de faire reconnaître le handicap psychique de manière globale, faire reconnaître aussi la mission de ceux qui y travaillent. Et je crois que ça, c'est peut-être le principal chantier, parce que c'est le plus compliqué. Tout le monde reconnaît qu'il y a des dispositifs qui sont parfois infiniment complexes, auxquels ceux qui ont à s'y adresser ont du mal à savoir qui fait quoi là-dedans. Les principales portes d'entrée, ce qui ressort de l'atelier, il y a 2 portes d'entrée grosso modo. Il y a l'école pour les enfants et il y a les médecins généralistes pour les adultes, globalement. Alors, ces 2 portes d'entrée connaissent très mal les dispositifs du médico-social, connaissent très mal les dispositifs de prise en charge du handicap psychique. Donc je pense que s'il y a une suite à donner à ces ateliers, ce serait à mon avis la principale action qu'on pourrait mener, faire en sorte d'identifier clairement qui fait quoi. Qui fait quoi. Ça, je crois que c'est la première urgence et c'est là, en mettant en place des actions concrètes. J'insiste aussi sur le mot concret. Ce qu'on fait, c'est là où on est aujourd'hui un peu... on fait un compte rendu, donc ce qu'on raconte, ce n'est pas... donne pas forcément le sentiment qu'on travaille sur des cas concrets, mais qu'il s'agisse des plénières qui présentent des actions concrètes de groupement juridiques, d'actions collectives, ou qu'il s'agisse des ateliers qui travaillent sur des cas concrets, les ateliers régionaux ont, à mon avis, comme point fort de travailler sur la vraie vie. Et c'est surtout de ça qu'on parle quand on parle de handicap psychique. Voilà, je vais en rester là sur les principaux enseignements, parce que moi aussi, j'aimerais bien regarder les dessins qui passent à l'écran. Si je peux compléter ce que tu disais, et c'est vrai, ce qu'on a dit, c'est la complexité du handicap psychique. Et un médecin disait, en France, il faut sacrément pas être handicapé pour comprendre les dispositifs pour les personnes handicapées. Et c'est vrai que c'était bien résumé, et de dire qu'on doit se reconnaître, connaître les missions des uns et des autres. Et c'est un sacré challenge. Donc on a identifié des formations croisées, des réunions pluridisciplinaires au sein des territoires, beaucoup d'initiatives comme ça. Mais se connaître, se reconnaître sur les territoires, mobiliser l'école et les médecins traitants sont des enseignements de ces ateliers. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Alors moi je suis sœur d'une handicapée psychique et qui est sortie récemment de l'hôpital. Ça fait 20 ans à peu près qu'elle est schizophrène. Et moi j'essaye de l'aider. Et on a à faire face avec mes parents à un psychiatre qui prescrit par exemple une aide à domicile pour une aide au ménage à domicile qui convient pas bien à ma sœur. L'assistante sociale lui dit mais il existe d'autres dispositifs, mais elle refuse de parler au médecin psychiatre qui prescrit. Ma mère a des choses à dire à l'assistante sociale pour lui faire prendre conscience aussi de ce que c'est au quotidien. L'assistante sociale refuse de parler aux parents. Comment on fait ? Je suis basée dans l'Essonne. Ma sœur est à cheval en fait entre le 92 et le 91, donc 2 départements différents, donc ça complexifie encore plus les choses.
Et par ailleurs, de par mon métier, moi je suis consultante en management collaboratif. Donc quand je vois ça, je trépigne et je me dis comment je peux faire, moi, à mon niveau, que ce soit à titre personnel en tant qu'aidante ou à titre professionnel ou même à titre bénévole au sein d'une association de patients pour faire bouger les choses. Donc je suis très intéressée par ces ateliers parce que dans mon métier, j'ai organisé beaucoup de choses comme ça et j'aimerais en savoir plus sur comment faire en sorte que ça se passe sur ma région ou mon département. Alors, je peux répondre, mais je peux pas répondre à votre situation particulière et puis j'ai pas du tout de baguette magique, donc déjà je compatis à votre situation et sans pouvoir réaliser exactement ce que vous vivez, on a vu sur le terrain beaucoup de situations un peu comme celle que vous décrivez. C'est la première étape au niveau national et fédératif de prendre conscience et de faire prendre conscience aux professionnels qu'il ne faut plus être en logique institutionnelle, mais qu'il faut se tourner vers la personne et ne plus raisonner avec quelles sont mes missions, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit apporter à la personne. Et les ateliers ont justement été l'occasion pour beaucoup de professionnels de se réinterroger sur leur mission, se réinterroger sur ces logiques institutionnelles parfois très très fermées, avec des missions très très spécifiques, voire surspécialisées, et de s'interroger justement sur des prises en charge de situations qui sont toutes différentes et qui finalement ne peuvent pas rentrer dans des cases. Donc c'est faire prendre conscience à nos établissements, aux professionnels qui y travaillent, que voilà, la vie est très complexe, le handicap psychique est un handicap très complexe qui doit mobiliser beaucoup d'acteurs parce que les personnes peuvent être en crise et puis après avoir des périodes de vie au long cours beaucoup plus, on va dire, normales et puis retourner dans des périodes de crise et du coup savoir gérer ce parcours. Donc c'est l'idée des ateliers. J'ai pas la solution à votre question, mais on essaye vraiment de mobiliser les professionnels sur ces questions. Oui, je crois que c'était aussi très important et dans le projet, ça a vraiment été aussi un des éléments phares, c'est de vraiment travailler sur la région. Hein, vraiment qu'on ne soit pas sur... c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers collaboratifs. C'était vraiment pour rester à un dimensionnement plus à taille humaine. Idéalement, un bassin de vie aurait été plus adéquat encore. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'on avait vraiment et véritablement envie que déjà au niveau d'une région, avec les nouvelles agences régionales de santé, ce nouveau dimensionnement, il puisse y avoir une amorce d'échange, de discussion et puis de connaissances. C'est vrai que je partage aussi l'intuition et l'analyse de Philippe sur la nécessité de bien se connaître, de bien définir les rôles et les missions de chacun, mais surtout de voir qu'on peut créer des passerelles entre ces différents rôles et missions. Il y a quelque chose aussi que vous avez abordé qui est très important et qui est vrai n'est pas suffisamment présente dans nos ateliers collaboratifs, c'est la présence des familles et des proches aidants. Mais c'est vrai qu'on voulait commencer véritablement par être sur une collaboration entre professionnels du sanitaire et du médico-social pour justement rompre ce cloisonnement existant en région. Mais il faudra à un moment, parce que pour la personne, pour son parcours, il faut travailler effectivement entre professionnels, sanitaires, médico-social, social, santé publique, mais aussi avec les familles et les proches aidants. Et ça, vous l'avez dit, c'est un élément qui est très très important. Voilà. Mais vous avez des associations peut-être qui pourraient aussi, des unions comme l'UNAPI, qui pourraient répondre aussi à vos questions, puisqu'ils accompagnent et ils s'adressent plus aux familles. Et pourront, nous, c'est vrai qu'on est vraiment plus sur une logique professionnelle, hein, mais qui pourront peut-être vous aider, vous accompagner. Donc n'hésitez pas à les approcher. N'hésitez pas à approcher aussi l'association des proches aidants, qui est très force de proposition et qui propose également de nombreuses formations. Qui pourront venir vous aider, vous soutenir, et puis des groupes de parole, des cafés qui pourront aussi vous permettre de connaître d'autres personnes dans votre situation. Voilà. Moi, je n'ai pas la réponse à la question que vous posez, bien entendu, mais ça confirme ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est des réunions qui sont utiles. Moi, le sentiment que j'ai, je ne sais pas quelle suite sera donnée à cette année de travail, mais j'ai l'intuition qu'il faut qu'il y ait une suite. C'est-à-dire, quelque part, c'était un premier pas,
extrêmement intéressant où on a ressenti qu'il y avait des besoins de travail collaboratif. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu lourd là-dessus, mais je crois qu'il faut que ce travail soit poursuivi parce que c'est ce qui est dit dans le rapport Piveteau, c'est zéro sans solution. C'est-à-dire que franchement, il faut apporter des solutions à tout le monde. Et ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est-à-dire il y a X qui s'occupe de Y, mais qui ne parle pas à Z, qui s'occupe aussi de Y, mais et ainsi de suite. Donc il peut y avoir des retards de diagnostic, des retards de prise en charge, et plus il y a de retard, plus c'est compliqué. On a aussi beaucoup parlé des familles qui sont quand même au plus près de la personne et de leur connaissance, de la place de la famille dans l'approche du diagnostic. C'est vraiment des sujets qui maintenant, je pense, touchent vraiment les professionnels et ils y sont très sensibles. Je pense que les mentalités évoluent aussi sur ce sujet et j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez cerner, mais nous, c'est ce qu'on a ressenti dans plusieurs ateliers. La place de la famille, souvent les familles qui tapent à plusieurs portes et qui n'arrivent pas à trouver de solution, mais ce sont souvent elles qui décèlent en premier lieu, bien sûr, les difficultés de la personne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de dispositifs, peut-être de collaboration entre institutions dont on vous aurait parlé lors de ces ateliers, des dispositifs intéressants qui seraient à développer ? Oui, en fait, c'est ce par quoi on commence habituellement à ces ateliers, c'est présenter des dispositifs de collaboration. Donc aussi bien du point de vue de la prise en charge que du cadre juridique. Donc c'est ce qui commence nos rencontres, c'est ça, c'est des exemples concrets de collaboration. Je pense que c'est comme ça que nous avons été choisis pour animer les groupes. Donc il y a le docteur Fiard qui exerce au centre hospitalier de Niort, Jean-Marc Duzinski qui exerce avec lui au centre hospitalier de Niort. Donc je pense que nous avons été choisis parce que nous menons chacun dans nos établissements des actions concrètes de collaboration, de décloisonnement. Enfin, je dirais plutôt de création d'espaces collaboratifs d'ailleurs, parce que le terme décloisonné est un terme négatif. C'est un abord négatif et c'est pas un terme que j'utilise à titre personnel. Je préfère imaginer des espaces de collaboration nouveaux. Donc après, il y a des formules juridiques diverses, mais je ne vais pas les aborder ici, mais les groupements de coopération sanitaire, etc. À titre personnel, d'ailleurs, je regrette que les GHT n'abordent pas la question des établissements médico-sociaux, parce que pour les établissements psychiatriques, là, il y aurait eu quelque chose à construire. Et je me tourne là vers René Caillé de la FHF et je regrette que les GHT aient exclu les établissements médico-sociaux. Ils peuvent être partenaires d'un GHT. Hein. Oui, mais disons qu'il ne va pas y avoir une dynamique. Moi, je rebondis sur la remarque que fait le collègue sur le décloisonnement. C'est vrai que ce n'est pas la bonne approche. On a un système français qui souffre énormément, c'est ce que vous constatez tous, d'un système en silo finalement. Plus chacun développe sa compétence professionnelle, son expertise, plus c'est difficile de franchir les murailles symboliques qui se dessinent, plus on a peur d'aller vers l'autre. Et ce qui est en train de se faire, et ce qu'on voulait saluer avec la FEGAPI, et ce que je voudrais poursuivre aussi, puisque la question c'est de continuer vraiment. Ça va prendre du temps, hein, parce qu'on est sur les cultures, on est sur la façon dont les professionnels, dans leur intime conviction, appréhendent les choses. C'est pas les institutions, c'est pas les grands chapeaux à plumes, les grands décideurs qui vont décréter d'en haut que ça va se faire. Il faut aller convaincre, il faut aller chercher, les questions que vous posez n'ont pas de réponse décrétée ou écrite. Il faut aller le faire sur le terrain, il faut aller chercher des gens comme toi, comme tes équipes, comme d'autres encore. Il faut le faire savoir, c'est notre rôle à la FHF et avec la FEGAPI. Ça va prendre énormément de temps. Donc moi, en tant que responsable à la FHF, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il faut qu'on inscrive ça comme un sillon qu'il faut qu'on tire dans la durée. Il faut aussi que les associations, que les représentants de patients, de personnes, d'usagers, de familles, qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir, nous, hospitaliers ou dans le médico-social, autant qu'il faudrait, soient encore plus nos interlocuteurs là-dessus. Donc en ce moment même, on a une réunion de la commission des usagers de la FHF.
Ça peut être un sujet aussi qu'il faut croiser avec eux sur le handicap, l'accès aux soins, le regard de l'autre. Il y a une exposition à 2 pas d'ici sur N'ayez pas peur, de M. Jacob, pas Christian, mais M. Jacob, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, dont la thématique essentielle, c'est de dire, c'est le regard en fait qu'on porte sur la question qui est essentielle. Il ne faut pas avoir peur. Moi-même, je suis parent d'enfant handicapé moteur, cérébral, et je vois bien que dès lors qu'il doit sortir de sa maison d'accueil spécialisé à l'hôpital, c'est compliqué. Donc ça ne se décide pas par l'administration, c'est quelque chose de très intime. C'est d'un homme de conviction qui est à côté de moi qui parle, c'est pas un directeur d'hôpital. Et donc nos convictions doivent nous porter à dépasser ces sujets. Donc ça va nous demander et du temps et de l'énergie. Je sais que c'est pas une réponse hyper satisfaisante sur le plan intellectuel, mais on n'en a pas d'autres. Donc ce qu'il faut, c'est militer pour ça. Il faut être un peu en dehors du cadre. On n'est pas nombreux dans cette agora. C'est aussi un témoignage du fait que on est peut-être aux avant-postes de cette réflexion, avec plein d'autres qui pourraient être là avec nous. Donc voilà, il faut continuer. Tout ce que je peux dire pour l'instant. Pour compléter sur les outils de coopération, il y a bien sûr les outils juridiques assez classiques, on va dire. Et puis, il y a eu plein d'idées qui ont émergé. Alors, on a parlé des conventions, mais les conventions, on disait souvent qu'elles viennent après le travail en partenariat qui est engagé. Une convention qui commence, une convention dans le vide, ça ne sert à rien. C'est souvent une convention qui clôture des mois de collaboration et du coup qui pérennise une collaboration. On a aussi parlé d'intervention d'infirmiers psychiatriques dans des structures médico-sociales pour faire ce lien entre psychiatrie et secteur médico-social et du coup une meilleure connaissance par les professionnels du médico-social d'une pathologie psychiatrique en particulier. On a parlé de formation croisée, de réunions pluridisciplinaires, donc il y a beaucoup d'outils qui peuvent être mis en œuvre pour que les professionnels travaillent sur le terrain sur des situations très concrètes. Autre question ? 2 prochaines dates pour nos ateliers, le 11 juin à Dijon et le 1er juillet à Aix-en-Provence. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Tout à fait. Nombreuses là, en l'occurrence. Merci à tous. Merci.